Ben, là, dans le fond, on est pas mal dans la deuxième-ish année de mon entreprise, mais dans la première année de mon entreprise, il s'est passé quelque chose qui a fait en sorte que j'avais beaucoup de misère à embarquer dans l'art. Puis c'était, tu sais, à continuer ma démarche artistique, ma production artistique. Puis c'était pas juste une question de temps et d'énergie. C'est surtout qu'il y avait une espèce de côté contradictoire que, peut-être en tant que femme particulièrement, quand on se lance en entrepreneuriat, il faut qu'on ait quand même une espèce d'image, d'assurance, de persuasion, qui est des fois un peu dure à entretenir si ça vient pas spontanément. Mm. Tandis que quand je fais de l'écriture poétique, c'est absolument le contraire. C'est intérieur, c'est nostalgique même, c'est comme tu communiques avec toi-même avant de communiquer pour les autres. Mm. Puis aussi que, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est tout le temps fixé sur des projets, sur l'avenir, tandis que l'écriture poétique, c'est vraiment plus sur peut-être la recherche d'un filon, tu sais, d'un fil d'Ariane, d'une racine. C'était tellement contradictoire que j'étais juste incapable de faire de l'art. J'étais comme, je pouvais pas switcher d'une mentalité à l'autre, c'était juste trop demandant. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? De mon côté, ça va super bien. Je suis toujours contente quand je réécoute des entrevues avec des femmes absolument passionnantes et que je me repenche sur ces questions, je me repenche sur ce qu'elles ont à dire. Et cette semaine, on va se pencher justement sur la deuxième partie de l'entrevue avec Roxane Nadeau. 100% transparent, cette entrevue a été enregistrée il y a plusieurs mois. C'était avant le coronavirus. C'était avant aussi que Roxane déménage à Trois-Rivières, qui maintenant est un fait accompli. Et dans cette entrevue, on parle d'art, on parle de poésie, on parle d'écriture, on parle de mots, de symboles. Roxane, qui a un recueil de poésie publié, Les garçons au vent, et qu'elle elle oscille justement entre ces deux identités, entre la poète et la gestionnaire de communauté qui rencontre de plus en plus de succès, justement, ici au Québec, auprès des entreprises culturelles, mais aussi de d'autres grandes entreprises. Et on a discuté un petit peu de comment elle faisait le switch, justement, entre ces deux façons de s'exprimer. Une qui est beaucoup plus, peut-être, opaque, obscure, moins facile d'accès, et une autre qui est destinée au grand public, qui est destinée à se faire voir et se faire entendre. Roxane nous parle aussi de son implication au sein de la communauté trans, parce que Roxane est justement trans elle-même, et elle nous parle de comment elle voit la responsabilité de l'artiste, mais aussi la responsabilité de la professionnelle quand il est question de soutenir les communautés plus marginalisées ou les communautés peut-être plus opprimées dans notre société et comment elle gère cette réalité-là. Donc, c'est une conversation hyper intéressante qui s'éloigne un petit peu, mais on y revient toujours du domaine de l'entrepreneuriat et de l'ambition professionnelle, mais je trouve que justement, en ayant réécouté l'entrevue, il y a une belle balance entre comment est-ce que tout ça s'intègre dans la vie, dans les actions qu'on pose, puis aussi dans la façon dont on fait des choix pour nous-mêmes. Donc, je vous laisse avec Roxane, partie 2. Et comme d'habitude, si on a mentionné un livre, un article ou quoi que ce soit dans l'entrevue, il est sur la page de l'épisode. Le lien est là, donc vous pouvez aller directement à mtamarque.com/36 pour trouver toutes les informations. Salut Roxane, re-bienvenue sur l'ambition féminin pour la partie 2 de ton épisode, de ton entrevue.
sur le podcast. En santé. On est contente de te revoir parce qu'aujourd'hui, on va parler de une autre facette de ta personnalité, une autre facette de qui tu es, qui est tout ton rôle d'artiste, de poète et tes implications autour de ça, parce que je trouvais ça intéressant de t'avoir sur le podcast pour que tu nous parles justement de comment tu vis à travers ton rôle, c'est ça, de poète, d'artiste, d'écrivaine. Oh, ça va être un plaisir d'en parler. Good. Donc, avant de commencer, j'ai appris en lisant ta bio que tu venais de Rimouski. Oui. Et là, j'ai appris aussi il n'y a pas si longtemps que ça que, tu sais, ton séjour à Montréal se termine. Exactement. Puis, je voulais savoir, est-ce que t'es une fille de région, t'aimes la campagne, tu sais, t'es contente de sortir de la vie urbaine? Comment t'as vécu ça, le clash entre les deux? Je dirais que je retourne pas au même genre de vie en région que quand je vivais à Rimouski, là, parce que histoire de distance, 6 heures de route pour Rimouski pour se rendre à Montréal. Moi, je déménage à Trois-Rivières bientôt. Trois-Rivières, c'est juste 1h20. Fait que pour moi, tu sais, c'est pas trop dépaysant. Même si ça a de l'air loin, Rimouski, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même une grosse ville. Il y a une université, un cinéma, c'est ça. Là. Moi, je dirais que... Excuse mon chien. C'est pas grave. Il va y avoir des bruits de bébé en background aussi. OK. Bon. Fait que, tu sais, quand j'étais adolescente, pour moi, c'était vraiment intéressant d'aller dans la grosse ville, vivre plein d'expériences, rencontrer plein de gens. Mais en vieillissant, maintenant, c'est plus, avoir ma propriété, avoir ma cour, avoir un petit peu mon confort. Puis, il y a un côté un petit peu à Rimouski que je retrouve à Trois-Rivières avoir de l'espace pour s'inventer sa vie, là, être vraiment créative de ce côté-là. À Montréal, j'ai l'impression que c'est tellement dense que c'est un peu trop dur de tomber dans les lignes déjà tracées. OK, intéressant. Puis c'est le fun parce que, bon, dans la première partie de ton entrevue, on parlait des réseaux sociaux, puis comment tu as créé ton rôle à travers tout ça. Puis là, on dirait que là, tu as tous les outils puis toutes les circonstances professionnelles, dans le fond, pour aller t'installer un peu n'importe où. Donc, tu as choisi Trois-Rivières. Absolument. Ça a joué un rôle majeur. Puis c'est vraiment un coup de chance parce que mon chum aussi, qui a un métier de programmeur qui est quand même très primé sur le marché du travail, lui, il va pouvoir garder le même emploi en passant au télétravail. Fait qu'on va être un couple au télétravail, ce qui va être comme une nouvelle expérience, là. Mais moi, c'est sécurisant. Pour mon chum, il y avait des petites incertitudes si ça serait possible ou pas d'avoir des accommodements. Moi, je savais déjà, tu sais, à quoi ressemblaient mes contrats passés, puis ça serait exactement une continuation. C'est sûr que des fois, il y a des clients qui ont besoin d'être rassurés en me voyant en personne. Montréal n'est pas trop loin, fait que il y a ça que je vais pouvoir avoir cette béquille-là ou ce confort-là. Mais c'est sûr qu'à long terme, je vais viser soit trouver des clients qui sont locaux à Trois-Rivières ou des gens qui sont vraiment à l'aise avec la collaboration avec une entrepreneuse qui est 100% distance. Puis je trouve ça, c'est un petit peu hors sujet de ce que je voulais parler aujourd'hui, mais c'est parce que j'avais la conversation sur le groupe Vie de pigiste, justement, de Catherine Cormier avec quelqu'un, puis je me demandais, est-ce que tu vas charger la même chose que tu chargeais à tes clients de Montréal en région? Parce qu'on avait cette discussion à savoir si, parce que ton coût de vie est moindre, est-ce que tu devrais charger moins à tes clients qui sont prêts à payer moins parce qu'ils sont pas dans la grande ville? Fait que je voulais avoir ton opinion là-dessus. C'est vraiment une bonne question. Puis il y a quand même plusieurs facteurs comme un peu contradictoires qui influent sur le prix parce que en même temps que je déménage en région, en même temps que je commence à vraiment solidifier des services qui valent plus que ce que j'offrais il y a une couple d'années. Avant, je faisais seulement de la correction de texte, c'était ça ma formation. J'ai été chercher d'autres formations pour être gestionnaire de réseaux sociaux, ce qui vaut généralement plus. Là, c'est certain que le montant que je peux facturer est exponentiel avec mon expérience. C'est sûr que le coût de la vie est moins cher à Trois-Rivières, mais en même temps, s'il y a des contrats qui nécessitent vraiment que j'aille à Montréal, c'est une dépense supplémentaire. Moi, je dirais, même si ça serait raisonnable de baisser mes prix en déménageant à Trois-Rivières, je pense que je vais faire le contraire, que je vais tout le temps essayer d'avoir une offre de service vraiment solide, avoir une entreprise bien rodée pour pouvoir tout le temps augmenter tranquillement. Parce que si je déménage pour avoir plus d'espace, puis peut-être un train de vie qui coûte moins cher, c'est pour mon confort à moi. C'est pas juste pour
le confort du porte-monnaie de mon client, qui de toute façon, tu sais, mes clients, c'est des dépenses d'entreprise souvent. Fait que, Ben oui. Puis ils n'ont pas besoin de savoir t'es avec où. leur épicerie. Ouais, c'est ça. C'était ça un petit peu mon point avec la personne avec qui je parlais, c'est que peu importe où tu vis, combien ça te coûte de vivre, je pense pas que tes dépenses devraient... Tu sais, je veux dire, en tout cas, Mais, whatever. Tatiana, j'ai remarqué quand même une psychologie un peu différente chez les pigistes en région. Mm-hmm. Il y a tellement pas beaucoup de travailleurs, surtout dans le numérique, que c'est vraiment plus toléré, puis quasiment peut-être obligatoire d'être très, très polyvalent, multitâche, généraliste. Plus à Montréal où c'est tellement dense, c'est tellement de compétition que les gens se spécialisent, puis peut-être même se surspécialisent. Mm. Fait que ça joue peut-être un peu. Je pense que ça a peut-être une force de déménager à Trois-Rivières en me connaissant déjà, puis en ayant déjà fait le travail de comme vraiment circonscrire mes services. Peut-être que ça va m'aider à augmenter mes prix. Mm. Mais bon, on va rendu là. Ouais, puis en tout cas, on s'en reparlera, mais peut-être ça sera intéressant de voir si les clients de région qui sont peut-être habitués à payer moins cher vont, tu sais, si tes clients vont être beaucoup plus de Montréal ou de région, mais Ouais. bref, pour toi, tu sais, qui peut travailler d'un peu n'importe où, ça Mais aussi, ça importe peu. C'est ça, puis c'est pas juste une question de combien le client est prêt à payer, c'est à quel point je suis capable de me vendre, Ouais. à quel point je suis capable d'offrir ma valeur, puis si c'est vraiment nécessaire, ben, je vais juste trouver le service que je peux offrir le plus rapidement, puis qui vaut le plus cher, puis ça va me permettre de continuer. Je suis prête à être flexible de ce côté-là. Intéressant. À suivre sur ce plan-là. Bon, alors, programme principal. Quand est-ce que tu as commencé à écrire de la poésie? Oh, ça c'est quand même une surprise, parce que je m'étais toujours considérée plus comme une écrivaine de romans, comme toute ma vie. C'était mon gros rêve. Si je déménageais à Montréal, c'était pour aller étudier en création littéraire. Mais il est arrivé un petit accident heureux de parcours où j'ai lu un recueil qui s'appelle Varek de Zéa Beaulieu-April, publié à La Tournure. Mm-hmm. Et Zéa Beaulieu-April, je la connaissais vaguement, mais surtout elle vient de Rimouski puis elle habitait à Montréal. C'est la première fois que je lisais de la poésie qui venait de ma ville d'origine puis qui parlait de ma ville d'origine. Et que là, ça m'a comme fait Wow. toutes les possibilités étaient ouvertes. C'est comme vraiment la poésie, tu peux parler de tout, tu peux vraiment parler de tout. Fait que là, j'avais un roman écrit au cégep que j'étais en train de réécrire pour le rendre potable, pour que ça prenne en compte mon évolution. Puis la réécriture prenait une tournure un peu poétique. Fait que finalement, ça a été mon premier recueil de poèmes. Ton roman est devenu un recueil de poèmes? OK. Qui a beaucoup été transformé au passage. Parce que là, j'ai eu la chance d'être publié aux éditions de La Tournure qui faisait un suivi comme très en profondeur sur 1 ou 2 ans. Mm. Fait que le recueil est devenu quelque chose qui ressemble pas vraiment au roman maintenant. Mm. Le roman qui n'avait pas été publié officiellement d'ailleurs. Fait qu'enfin bref, fait que là j'étais devenue une poète un petit peu par surprise. Puis j'ai été invitée à cause de ça à des soirées de lecture de poésie, des collectifs, etc. Mais là je suis en train de travailler sur un roman, puis c'est un peu bizarre parce que j'ai moins d'expérience dans les romans, même si je pensais que c'était ça mon truc principal. Fait que... Intéressant. Fait que t'essayes entre les deux un peu. T'es une écrivaine Exactement. dans le fond. Ouais, on peut dire ça. Puis je trouve ça intéressant. Peut-être t'as eu le guts de publier. Est-ce que c'est toi qui es allé vers les éditions de La Tournure ou c'est... Oui. OK. Puis c'est ça, ils ont vu le potentiel dans ton roman, puis ils t'ont aidé à passer à travers tout ça. Est-ce que... Ben c'est sûr que quand t'es venu ici à Montréal pour faire des études en création littéraire, t'avais cette idée que t'allais être publié un jour. Mais ça devient d'où tu penses ce désir d'être lu puis de mettre au monde quelque chose d'aussi intime, je trouve, qu'une œuvre littéraire? Je dirais fondamentalement de façon comme primaire un peu, c'était l'image forte de... Moi, j'allais au Salon du livre de Rimouski, puis là, je voyais l'auteur qui était assis à la table, qui signait ses livres, puis qui était un petit peu, tu sais, la star. Fait que peut-être une vision un peu naïve un peu. Je me suis dit, tu sais, j'aime tellement ça le Salon du livre, à un moment donné, ça va être moi. Puis, tu sais, j'avais tendance à écrire un peu, puis j'étais comme, ça pourrait être ça mon truc principal. Là. Il y a aussi que c'était pratique parce que l'écriture, c'était une discipline artistique que tu n'as pas vraiment besoin de matériel, donc ça fait pas vraiment de bruit. Ça prend pas beaucoup d'espace non plus. Fait que moi, je suis dans une famille avec 4 autres enfants, puis après ça, ouais, c'est ça. Fait que c'était juste pratique pour moi. Mais avec le temps, puis l'expérience, puis les échecs, puis les réussites,
j'ai commencé à adopter une autre vision de l'art. Parce que au Québec, mettons en poésie, ben j'ai relativisé pas mal la notion de succès. Parce qu'il n'y a pas un grand lectorat, même si tu as le lectorat maximal, c'est à peine le barème nécessaire pour que ça soit qualifié de best-seller. Puis aussi, c'est pas nécessairement une source de revenus fiable. Puis si ça devient une source de revenus fiable, c'est pas nécessairement souhaitable parce que ça te demande de changer un peu ta psychologie d'artiste pour bâtir autour des besoins puis des demandes. Puis finalement aussi, ben, tu sais, juste par mon expérience personnelle, l'art m'a amené des choses que je savais pas que ça pourrait m'amener. Ça m'a amené un petit peu, je dirais, un réseau communautaire. C'est comme, par exemple, j'ai été lire bientôt, il y a des gens qui lisaient avec moi à cette soirée-là. Il y a des gens dans l'audience qui ont aimé ça, puis m'ont réinvité à une activité complètement différente. Puis là, d'autres gens m'ont remarqué, puis m'ont embarqué sur un autre projet. C'est comme, le réseautage en art, c'est puissance 1000. Wow! OK, intéressant. Puis, je trouve ça intéressant aussi que, là, tu l'as mentionné, mais moi, j'ai toujours trouvé que la poésie, c'était un art assez inaccessible pour beaucoup. Un peu comme la danse, je trouve. Tu sais, il y a tout le symbolisme qui vient avec ben, le texte poétique. C'est la même chose qui vient avec un peu le langage du mouvement. C'est difficile à vendre, comme tu as dit un petit peu. Ce qui contraste quand même beaucoup avec ton travail dans les réseaux sociaux. Puis, je sais pas, j'ai l'impression que dans ce que tu m'as raconté autant la semaine passée que maintenant, il y a comme une balance entre le fait que tu travailles dans l'obscurité, mais en même temps, t'es vu à travers soit tes créations ou le texte que tu crées ou des choses comme ça. Est-ce que... Comment tu gères ces deux aspects-là, on dirait, là, de ta personnalité? Ça mène exactement à un point super pertinent. Quand, ben, là, dans le fond, on est pas mal dans la deuxième-ish année de mon entreprise, mais dans la première année de mon entreprise, il s'est passé quelque chose qui a fait en sorte que j'avais beaucoup de misère à embarquer dans l'art. Puis c'était, ben, tu sais, à continuer ma démarche artistique, ma production artistique. Puis c'était pas juste une question de temps puis d'énergie. C'est surtout qu'il y avait une espèce de côté contradictoire que, peut-être en tant que femme particulièrement, quand on se lance en entrepreneuriat, il faut qu'on ait quand même une espèce d'image d'assurance, de persuasion, qui est des fois un peu dure à entretenir si ça vient pas spontanément. Tandis que quand je fais de l'écriture poétique, c'est absolument le contraire. C'est intérieur, c'est nostalgique même. C'est comme tu communiques avec toi-même avant de communiquer pour les autres. Puis aussi que, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est tout le temps fixé sur des projets, sur l'avenir, tandis que l'écriture poétique, c'est vraiment plus sur peut-être la recherche d'un filon, tu sais, d'un fil d'Ariane, d'une racine. C'était tellement contradictoire que j'étais juste incapable de faire de l'art. J'étais comme, je pouvais pas switcher d'une mentalité à l'autre, c'était juste trop demandant. La solution que j'ai trouvée, ben, c'est l'intégration. Fait que c'était de essayer de mettre un petit peu de ci dans ça. Essayer de me communiquer de façon plus créative dans mes activités promotionnelles d'entreprise. Puis aussi d'avoir une attitude un peu plus sociable par rapport à l'art. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire un peu plus de lecture publique plutôt que juste de l'écriture en silo. C'est un petit peu pour que ça soit un peu moins choquant de passer de l'un à l'autre. Super intéressant. Comme tu dis, aussi tout ce qui vient avec le branding ou le branding personnel d'un artiste, puis que à un certain moment, oui, t'es ton art, mais t'es aussi la présence que t'as dans la sphère ou dans ton milieu artistique aussi. Ce qui mène à ma question aussi, que tu milites pour la communauté LGBTQ, puis est-ce que tu vois ça comme un peu une responsabilité, soit en tant qu'artiste et professionnel, ou les deux, ou, tu sais, comment... J'ai l'impression que c'est vraiment mêlé, encore une fois, autant dans ton professionnel, dans ta vie d'artiste, dans ta vie personnelle, toutes ces sphères-là se mélangent d'une certaine façon. Je voulais que tu nous en parles peut-être un petit peu, comment tu intégrais tout ça aussi là, dans ton activité. Ben, je pense que c'est vraiment le mot-clé intégration. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont pouvoir, dans les gens qui écoutent le podcast, pouvoir avoir un écho quand on dit que s'assumer en tant que femme, faire les choses différemment,
au lieu de tout le temps essayer d'être en compétition puis de se faire comparer aux hommes. Il y a une façon un peu de trouver une force puis de puiser là-dedans. Je pense que c'est la même chose pour l'aspect de moi qui est artiste puis militante LGBT. Je dirais pas nécessairement un devoir parce que j'ai beaucoup donné par le passé niveau énergie et temps, notamment pour des causes. J'avais cofondé le groupe LGBT de l'UQAM La Réclame, qui n'existe plus maintenant. Puis on a réussi à avoir le changement de nom pour les étudiantes et étudiants trans ou étrangers ou tous ceux qui ont besoin de changer de nom pour X ou Y raison. Puis ça a été extrêmement taxant socialement, énergiquement, au niveau argent aussi. Fait que je relativise un peu la question de responsabilité sociale au devoir. Mais quand même, un peu pour l'idée d'intégration, c'est que des fois, il y a des choses qui arrivent en contexte d'entreprise qui vont te rejoindre puis te toucher en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur, mais moi aussi en tant que femme trans, parce que je suis une femme trans. Fait que, par exemple, si je vois d'autres femmes trans travailler en entreprise puis vivre des situations d'oppression, ou si c'est une journée de fête LGBT pour la fierté en juillet puis que tout le monde est dans la joie, c'est comme, au lieu de vivre un peu un sentiment d'être compartimenté puis de pas pouvoir rejoindre ça, ben, je prends ma place. J'amène ce qui m'intéresse. Je vais rejoindre ce qui m'intéresse aussi. Mm-hmm. C'est sûr aussi que j'essaie d'être pertinente dans mes communications, mais juste pour montrer mes couleurs un peu. Trouves-tu qu'il y a de la place? Ben, il y en a de plus en plus, je trouve, en entreprise aussi, où est-ce que les gens sont plus ouverts à ce qu'on intègre ce genre de messages qui sont très axés sur les valeurs du créateur de contenu, mais aussi de l'entreprise elle-même, là. Fait que, est-ce que tu choisis tes clients? Est-ce que tu serais capable de travailler avec un client qui partage pas tes valeurs, exemple? Je dirais que ça, c'est vraiment personnel. Il y a un côté de moi. Ça, c'est peut-être parce que j'ai trop travaillé au service à la clientèle. Je suis vraiment capable de dealer avec des personnalités incompatibles ou des personnalités qu'on pourrait même qualifier de difficiles, des gens bossy. Je pense que s'il y aurait des conflits, par exemple, une vision différente des valeurs ou de la place des femmes, je pense que je suis parmi les rares personnes qui seraient quand même capables de tolérer ça sans trop de dommages un bon certain temps. Fait que je dirais pas que c'est nécessairement dans les critères de sélection de mon entreprise, de mes clients, si le mandat reste pertinent puis intéressant pour moi, puis un défi intellectuel. Mais je dirais que pour le gros why qui m'a pris tellement de temps à trouver, j'ai vraiment eu besoin de l'intégration parce que, tu sais, c'est grâce à ça que j'ai trouvé un peu ma vocation puis mon sens que moi, ça me tente qu'on voit les effets des réseaux sociaux, par exemple, sur la société. On voit un petit peu les effets négatifs du profilage démographique quand ça reconduit des stéréotypes sexuels, que les femmes aiment le maquillage, que les garçons aiment le sport, puis que les deux communiquent jamais ensemble. Fait que, tu sais, dans ce qui me dirige moi, ce que je veux comme donner à la société en tant qu'entreprise, là, c'est absolument critique puis nécessaire. Même pour le choix des mandats ponctuels temporaires, j'ai quand même un bon seuil de tolérance. Puis pour en revenir à ton art, est-ce que quand t'écris, tu te sens un peu... Ben, t'es-tu un genre d'écriture introspective où est-ce que tu vas beaucoup parler de toi, de tes valeurs puis tout ça, ou t'es aussi capable de vraiment, tu sais, sortir un peu de ça? Tu sais, je sais pas, là, genre, je me dis, si on lisait ton roman, là, en ce moment, est-ce qu'il y aurait plein de petites Roxane comme les personnages, ou ça serait... Ben, c'est ça aussi que, tu sais, ça le montre un peu avec le fait que j'ai réussi à rentrer dans le monde de la poésie. C'est pas absolument descriptif puis confessionnel au premier degré. Là. C'est comme, je fais pas d'écrire qui je suis, je fais pas d'écrire le monde autour de moi de façon narrative. Faut toujours un petit peu, tu sais, brasser les idées, jouer plus avec les concepts puis les sentiments puis les intuitions que juste les faits réels. Fait que de ce côté-là, moi, c'est une écriture qui est très métaphorique, mais je dirais, je puise plutôt sur la recherche d'une vérité ou un sens que j'ai pas trouvé encore, puis je passe au travers de des histoires inventées pour ça. Par exemple, mon recueil Les garçons au vent, ça touche un petit peu à l'ambiance un peu bizarre que j'avais quand j'étais jeune, que Rimouski, c'était un petit peu, je dirais pas conservateur, mais il y avait encore des traces de religion catholique beaucoup plus prononcées que ce que le monde à Montréal aurait pu voir. Mais en même temps, il y avait eu le même changement de mentalité qui s'opérait que, tu sais, ça rentrait un peu mal, puis personne n'y croyait vraiment. Ce qui faisait en sorte que je suis entourée de plein de symboles, puis de statues, puis de rituels, puis de moments clés de la vie qu'on faisait, mais que personne ne comprenait pourquoi. Ce qui crée une ambiance, tu sais,
je dirais pas comme magique comme Poudlard, mais tu sais, une ambiance un peu mystifiante. Puis tu sais, je replonge dans ce genre d'image-là, dans ce genre de récit-là. Fait que ce côté-là, les gens reconnaîtraient peut-être pas strictement la personne que je projette sur les réseaux sociaux puis mon entreprise, mais de mon côté, tu sais, c'est censé, là. Intéressant. On a parlé de mots, genre, puis tu avais écrit un super intéressant article sur la façon dont on corrige les gens sur Internet, sur Aime ta marque, que je vais mettre en lien dans cet épisode. Puis, en tant que quelqu'un qui travaille autant avec les mots, les messages et le sens, est-ce que tu vois des opportunités avec le web d'ouvrir des nouveaux espaces de signification pour justement des groupes qui sont traditionnellement opprimés, comme les femmes ou la communauté LGBT? Puis, je sais pas, c'est peut-être très abstrait comme question, là, mais je pense que tu comprends peut-être un peu ce que je veux dire. Dans le sens que là, Oui. je trouve ça vraiment fascinant que, d'un côté, t'es une poète qui utilise une des formes artistiques les plus anciennes, tu sais, qui est comme genre la signification, la sonorité, le message, tu sais, la malléabilité des mots. Puis d'un autre côté, t'as une pratique sur les réseaux sociaux qui est tellement actuelle et nouvelle, où est-ce qu'il y a des nouveaux codes de langage, des nouveaux codes genre de manipuler le symbole. Puis la superposition des deux, genre, je me demande si tu vois des similarités dans la façon qu'on peut changer la façon dont on parle de genre de concepts, de valeurs ou de choses comme ça. Je pense qu'on peut changer la façon dont on parle et communique, c'est encore plus quelque chose que je crois possible que ce que tu disais plutôt dans ta question de créer des espaces pour les personnes marginalisées, LGBT, etc. Parce que la vérité, c'est qu'il y a encore, par exemple, pour les femmes trans, énormément de besoins matériels primaires d'accès à l'emploi. Ce qui fait en sorte que quand on est rendu à faire des publications sur LinkedIn, puis des stories, puis des newsletters, ça commence à être un peu loin, là. C'est certain que ça va sûrement aider puis inspirer puis faire de la place à des gens similaires à moi qui ont eu un parcours où l'accès à l'emploi était un peu plus facilité. Mais, tu sais, je me fais pas d'illusions de ce côté-là. Par contre, sur la façon d'agir puis de s'exprimer, c'est là que je pense que je peux vraiment avoir un rôle. Parce que quand je parle à LinkedIn ou que j'ai mes exercices d'entreprise, quand j'étais, ben, tu sais, je suis encore réviseuse, mais quand je mettais ça plus de l'avant dans mon branding, je parlais aux décideurs, je parlais aux chefs d'entreprise, je parlais aux jeunes entrepreneurs, aux professeurs même, aux chercheurs, aux chercheuses. De ce côté-là, tu sais, je sentais que j'avais une importance quand je parlais, par exemple, comme dans ton article, de comment tu peux maintenir les gens en dessous de la pyramide puis en dessous de la société en se moquant sur leur faute aussitôt qu'ils ouvrent la bouche avant même d'avoir écouté ce qu'ils disent. Quand le fait de bien écrire, ce serait l'équivalent d'avoir des bonnes valeurs quand c'est pas du tout le cas. Tu peux dire des choses horribles avec un excellent français. Mm-hmm. Fait que ce côté-là, je pense que changer les mentalités, c'est ça qui serait possible. Puis, en tout cas, là, ça, c'est une autre conversation, vraiment, comme... Je trouve que ce qui est le fun avec le web aussi, c'est les différentes personnalités et le persona qu'on crée autour de nous aussi. Puis, le rôle du gestionnaire de communauté, c'est un petit peu ça, de... pas caricaturer, mais augmenter les traits de l'entreprise que tu représentes pour que ce soit le plus significatif possible sur les réseaux sociaux, un peu de la même chose que le branding personnel ou le branding point, où est-ce que tu vas utiliser des codes genre graphiques ou autres pour vraiment créer une image forte dans l'esprit du spectateur. Puis que l'écriture, ça a quelque chose de semblable aussi, où est-ce que, tu parlais d'écriture métaphorique, tout ça, ça a un impact puissant dans la psyché de ton lecteur aussi. Fait en tout cas, là, c'est moi, genre, qui m'embarque dans des espèces de tergiversations. Exactement, puis j'avais le goût de faire un pari un peu, puis c'est un peu ça que j'ai fait avec la newsletter que je prépare qui s'appelle À quoi rêvent les gestionnaires de communauté. J'essaie de ramener un petit peu le côté plaisir de lire puis plaisir de lecture, ce qu'on perd un peu dans l'espèce de régime d'ultra-efficacité des réseaux sociaux, qu'il faut toujours que ça soit court, que ça soit punché, que les arguments soient décortiqués. Moi, ce que j'essaie d'amener un peu, c'est de l'enchantement, puis de la créativité, de se laisser surprendre par l'écriture, de suivre une idée qui est complexe. Fait que je mélange une histoire de science-fiction, un concept des réseaux sociaux. Je mélange les deux, puis j'essaie de parler de des aspects de mon métier. Fait que, par exemple, pour la première infolettre,
Je fais une analogie avec L'Ève future, ouais, qui est un vieux roman de 1800 environ à propos d'une androïde, qui serait une androïde femelle, femme, qui aurait une intelligence supérieure. OK. Puis j'utilise ça comme métaphore pour parler de l'intelligence artificielle puis notre rapport à l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux. Une fois que ça va être assez perfectionné pour que ça devienne séduisant, humoristique, que ça remplace les petits traits qu'on pense éternellement l'apanage des humains. Fait que, je me fais du fun comme ça. Ouais, non, mais je pense que t'as raison, puis t'as mis le doigt dessus. Il manque de ça en ce moment. Puis, tu sais, comme étant quelqu'un, bon, moi j'ai étudié la littérature, mais je suis jamais arrivée au stade de la publication. Puis, on dirait que j'ai pas eu le guts dans ma vie de me rentrer dans un projet de rédaction de rédaction fictive, mais je trouve que souvent on doit choisir. On a l'impression qu'on choisit, tu sais, entre notre désir d'écrire quelque chose de le fun, puis d'être juste utile à l'entreprise pour qu'elle du travail, puis tu mets le doigt dessus, puis je trouve ça, j'ai hâte de lire ton infolette, ça va être super intéressant. On mettra le lien aussi à la fin dans les notes. Couple de questions avant qu'on se laisse. Qu'est-ce que tu aimerais voir le plus changer, peut-être, soit dans les 10 prochaines années, soit par rapport aux droits et privilèges LGBT ou changer dans le milieu littéraire québécois? 2 questions en une. Oh wow, OK. Je dirais pour les droits LGBT, c'est certain que je suis plus près des questions trans. Je pense que c'est absolument scandaleux à quel point on a déboursé de l'argent pour faire une transition de genre, alors qu'on a supposément l'assurance maladie pour toutes et tous. De ce côté-là, c'est vraiment, quand j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment primaire, besoin premier. Là. Fait que ça, faut que ça change. Sinon, pour ce qui est du milieu littéraire, je pense que ça ressemble un peu d'une autre façon. Le milieu littéraire, particulièrement l'écriture, c'est pas mal une barrière pour toutes les gens qui sont à revenus faibles, ou particulièrement, par exemple, les personnes marginalisées, les personnes racisées. Il y a trop de collaborations non rémunérées, trop de travail universitaire non rémunéré, de publication. Il y a vraiment une mentalité de travail gratuit qui est peut-être plus forte que le manque de ressources qu'il y aurait supposément. Définitivement, pour avoir travaillé dans le monde de l'édition pendant un temps, ça se voit que le modèle économique est pas viable, du moins avec une population aussi qui est restreinte comme la population du Québec, j'ai l'impression. Où est-ce que l'auto-édition est pas non plus une voie qui est si lucrative quand tu œuvres dans quelque chose de très niché, mais aussi là où est-ce que avoir une bonne présence en ligne, avoir genre une maîtrise des réseaux sociaux et des autres choses peut t'aider aussi à faire mousser un peu plus ta popularité d'auteur. Fait que je trouve ça aussi intéressant de peut-être y penser. Ou à te sentir moins seul, ou à apprendre des autres techniques pour avoir des revenus dans le milieu artistique, par exemple, donner des ateliers, conférences, comme je pense que c'est Valérie Auclair qui donne des ateliers en privé d'écriture. Ça, c'est un moyen excellent de faire, comme je disais tout à l'heure, de s'intégrer. De créer une communauté qui va se soutenir à travers tout ça. Oui, de répondre à un besoin. Puis, il y a quand même une twist entrepreneuriale un peu qui peut permettre peut-être à la propre carrière de Valérie Auclair de se poursuivre. Effectivement, je pense que l'entrepreneuriat, puis ça c'est une autre conversation aussi, c'est un véhicule parfait pour les gens marginalisés ou les gens qui n'ont pas nécessairement, puis là je parle aussi des femmes, veux pas, où est-ce qu'on n'a pas exactement la même place que les hommes sur le marché du travail, puis où l'entrepreneuriat permet de créer de nouvelles règles dans lesquelles on peut repenser les environnements professionnels dans lesquels on évolue. Puis, absolument. Tu sais, je pense que faire le lien aussi avec tout ce qui est publication, tous ces modèles qui étaient basés aussi sur la popularité, puis tu sais, l'édition qui est quand même assez très masculine aussi, c'est un milieu quand même assez géré par les hommes. Ça peut
ça peut ouvrir des portes là, de se lancer un petit peu de son bord là, du côté entrepreneurial. Puis dans ta même des fois, tu sais, j'allais dire, même des fois, il y a des personnes LGBT qui sont entrepreneurs sans s'en rendre compte, qui ont déjà eu le réflexe de vendre de la merch, vendre des zines, comme ça s'appelle, tu sais, des matériels promotionnels ou des petits livres auto-édités. Fait que, tu sais, avoir, je sais pas, peut-être plus de ressources et de connaissances pour canaliser cette énergie-là, ça peut vraiment être bonificateur. Puis je trouve ça le fun aussi, parlant de zine, toutes les collaborations qu'il y a entre illustrateurs et auteurs, souvent, pour créer des produits artistiques vraiment intéressants puis vraiment uniques, là, en tout cas. Si vous êtes à Montréal puis vous allez à Exposine, allez-y. Bon, puis dans ta vie personnelle ou professionnelle, qu'est-ce que tu te souhaites dans les années qui viennent? J'ai un petit rêve que je caresse de peut-être... Tu sais, je me suis lancée en entreprise, mais on dirait que ça me fait encore peur de demander des subventions en or. Wow! Okay. Ça serait un de mes buts. Faire une demande de subvention pour peut-être une résidence d'écriture ou la publication de quelque chose. Ouais, ça serait demandant pour moi, mais je suis motivée. C'est super, ça. Est-ce que tu sais c'est quoi les étapes pour y parvenir? Vaguement. J'ai pas fait de plan de match encore, mais je sais que il y a, par exemple, le Conseil des arts et des lettres du Québec, puis il y a aussi des espèces d'équivalences pour chaque région, par exemple, Trois-Rivières, Rimouski, d'où je viens, ou même Montréal, où tu peux faire des demandes similaires. Des fois, il y a des histoires de dates, puis il faut sortir beaucoup de preuves, par exemple, tous les spectacles, collaborations que j'ai donnés, toutes les parutions dans le journal, toutes les ci, les ça. C'est un peu un travail de moine. Ouais. Mais si un jour je pourrais décrocher ça, ça serait vraiment intéressant. Good. Ben, on espère que tu vas t'y mettre probablement à Trois-Rivières, puis que, who knows, ton prochain livre sera subventionné par le gouvernement. Oui! Super! Bon, ben Roxane, c'est le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir partagé à propos de ta vie d'artiste, de ta vie professionnelle, aussi, genre, de tes valeurs, puis tout ça. Est-ce que tu aurais comme un petit mot à dire à ceux ou celles qui veulent se lancer comme auteur, comme autrice, surtout des gens qui sentent l'appel du poète en eux, je sais pas, quelque chose que tu voudrais les laisser avec? Je leur dirais de s'acheter au plus vite le livre. Là, je veux dire le titre approximativement. Je pense que c'est publier de la littérature de l'imaginaire au Québec. Mm-hmm. Même s'ils font pas de la littérature de l'imaginaire, c'est le Q&A le plus exhaustif et intéressant à lire sur lequel vous pourriez tomber. Super, on va mettre le lien. Mais bref, Roxane, je te souhaite le meilleur des succès dans ton déménagement. Merci beaucoup. Avec ton petit nouveau chien qui va s'en venir dans ta vie. Et si vous voulez suivre Roxane sur les réseaux sociaux, c'est où qu'on te suit? Comment on peut s'abonner à ton infolette? Instagram, je pense que c'est le plus intéressant, Roxane Pigiste. Mm-hmm. Mon infolette, c'est sur roxaneado.com. Mon prénom, c'est Aro-X-A-N-E. Juste un N. Mm-hmm. Sinon, je suis aussi sur Facebook. Donc, on se suit là. Super. Bon, ben Roxane, on se dit à la prochaine. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!